Alors nous allons, mesdames et messieurs, terminer le discours par cela avec qui nous devons commencer. Ceux qui nous ont accueillis ici pour que nous puissions avoir ce séminaire, parce que nous sommes ici dans l'école de la crème, vous le savez tous. Les dirigeants du monde viennent d'ici. Je ne viens pas d'ici, mais c'est les dirigeants du monde, alhamdulillah. Donc voilà, comme que je suis là, ça va. ESP est connu pour l'excellence. ESP, mesdames et messieurs, est connu pour la performance. ESP est connu parce que les étudiants qui y viennent savent que ce n'est pas comme les autres écoles. Même les exos, ce n'est pas comme les autres exos. C'est comme si tu apprenais chinois et que les autres apprenaient anglais. Mais c'est pour montrer l'efficacité et l'efficience des professeurs qui sont à ESP. Je vous demande bien d'applaudir les professeurs d'ESP, de l'Institut supérieur polytechnique, et les étudiants qui y sont. Et surtout, mesdames et messieurs, les étudiants qui y sont. Je sais, vous souffrez. On nous l'a dit. Mais vous souffrez en bien, c'est un mal nécessaire. Car qui aime bien, châtie bien, mesdames et messieurs. Alors, en tout cas, remerciez-le de notre part. Et avant d'entamer la conférence, on m'a demandé de remercier les professeurs, M. Ngom et M. Talib Yefal. Parce qu'on nous dit dans les hadiths, le meilleur d'entre vous est celui qui apprend, et pas le Coran seulement, qui apprend tout en général et partage. On dit dans les versets publics, à que heureux celui qui partage son savoir. Et mesdames et messieurs, il n'y a pas plus grands hommes que ces gens-là. Applaudissez-les s'il vous plaît. Nous vous remercions, nous vous aimons. Si les conférenciers sont là pour le thème, nous allons les écouter. Nous allons noter, nous allons apprendre. Que les comptables comme moi prennent leur stylo et leur feuille, car ça va être chaud, ça va être bien détaillé. Nous allons parler sur une nouvelle technologie de l'information et de la communication, mesdames et messieurs, avec différents professeurs. Monsieur Amar Ndoye, titulaire d'un DIA, enseignant, formateur s'il est là. Monsieur Amar Ndoye, sur vos applaudissements bien sûr. Monsieur Amar Ndoye, applaudissez la classe s'il vous plaît, applaudissez la classe. Oui. Après lui, nous allons pour conférencier Monsieur Abdourahim Gueye, chef comptable à Séoul Pêche. Monsieur Abdourahim Gueye est là bien sûr, on l'applaudit. Je ne lâche pas comme ça. Serge, il faut descendre. Ils sont en train de partir. Il faut descendre. On les applaudit et on les remercie, Monsieur Soumaré. Merci pour la classe, merci pour la sieste. Monsieur Alim Sarr, merci pour l'expérience. Voilà. Après Monsieur Abdourahim Gueye, nous aurons la photo pour immortaliser le moment. C'est important. Les souvenirs restent. Monsieur Ndoye, notre cher formateur, qui était chargé de faire la synthèse de tous les textes qu'on lui avait remis, n'est-ce pas? Après Ndoye, Abdourahim Gueye va prendre la parole pour nous dire son impression et son idée sur l'approche un peu plus large, avant de terminer par notre cher expert. Après les prises de parole, nous allons essayer de donner la parole aux membres du club. Ça sera encore possible de vous inviter à nous donner votre impression sur le fonctionnement du club. Et si vous avez encore des questions sur le thème, nous serons encore disponibles pour apporter des réponses. Donc sans plus tarder, je donne la parole à M. Amar Ndoye. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bonjour, chère assistance, bonjour, chers honorables invités. Donc, c'est un plaisir pour moi de me présenter devant vous pour faire un peu un exposé du thème sur la manière dont les indices peuvent influencer, n'est-ce pas, le secteur informel vers la formalisation, mais également l'apport qu'elles peuvent, n'est-ce pas, apporter à la fiscalité, mais aussi pour les dirigeants d'entreprise, les tiers qui veulent une information fiable. Donc je pense que c'était un peu l'idée
du thème que nous devons développer. Maintenant, avant de passer au thème proprement dit, nous allons d'abord essayer de faire, comme il est d'usage, la définition des concepts, pour avoir le même aperçu sur ce dont nous allons parler. Il s'agit ici de parler des NTIC, du secteur informel, de l'information financière, n'est-ce pas? Donc, les NTIC ici, comment on peut les définir ici? Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les NTIC mettent l'accent sur les rapports entre les humains que nous sommes et les machines. Donc, c'est ça, en fait, l'objet des NTIC. Elle renvoie aux techniques et domaines très évolutifs qui permettent de rendre plus accessibles les rapports entre les humains et les machines. Donc, elles peuvent avoir un sens large, mais également un sens étroit. Et nous l'abordons dans le sens étroit. C'est-à-dire, quand on parle d'éthique ici, il faut entendre par là les nouvelles techniques de l'information et de la communication, qui se trouve être toutes les innovations en termes de recueil, de traitement, de transport et de stockage de l'information par le biais du numérique et des nouveaux supports de télécommunication. Ici, quand on parle des nouveaux supports de télécommunication, il faut comprendre par là, on parle des satellites, on parle des câbles, de la fibre optique, mais également des techniques sans fil, comme le Bluetooth. Elles ont un impact sur quasiment tous les domaines de la vie et ont révolutionné les modes de vie des personnes, aussi bien physiques que morales. Sur le plan économique, leur impact est considérable. Elles mettent le savoir et la connaissance au cœur de la compétitivité des entreprises, notamment celles des économies développées et émergentes, qu'elles soient formelles ou bien non formelles. Maintenant, pour le secteur informel, il est souvent défini comme un ensemble d'unités produisant des biens et des services en vue principalement de créer des emplois et des revenus pour les personnes concernées. Ces unités, ayant un faible niveau d'organisation, opèrent à petite échelle et de manière spécifique, avec peu ou pas de division entre le travail et le capital en tant que facteur de production. Les relations de travail, lorsqu'elles existent, sont surtout fondées sur l'emploi occasionnel, les relations de parenté ou les relations personnelles et sociales, plutôt que sur des accords contractuels comportant des garanties en bonne et due forme. Donc c'est une définition qui est un peu longue, mais en fait qui prend en compte tous les aspects relatifs au secteur informel. D'abord, c'est quoi? On nous dit que c'est des unités qui produisent des biens et des services, n'est-ce pas, en vue de créer des emplois. Donc on le vit tout le monde le vit chez lui. À côté, il y a toujours nos mamans ou bien nos papas qui ont une table au coin de la rue et qui vendent des gâteaux souvent pour les bengaines, n'est-ce pas? Donc ça, on peut qualifier ces gens-là de personnes du secteur informel, n'est-ce pas? Donc l'objectif, c'est quoi? C'est en fait d'avoir une source de revenus, n'est-ce pas? D'avoir de quoi, n'est-ce pas, faire face à ces dépenses éventuelles. Donc, ces unités-là, elles sont également caractérisées par ce qu'on a appelé un faible niveau d'organisation. Aussi, il n'y a pas de distinction entre ce qu'on appelle le travail proprement dit et le capital, n'est-ce pas, en tant que facteur de production. Donc, nous savons tous que l'entreprise, c'est quoi? C'est une combinaison de ressources qui, à la fin, offre un service ou bien un produit, n'est-ce pas? De manière générale, ça on appelle un produit et qui est destiné au marché. Donc là, les différents capitaux ou facteurs de production, c'est nécessairement les ressources humaines, mais également le capital. Là également, la définition revient sur
l'aspect contractuel. C'est-à-dire qu'est-ce qui unit ces gens-là qui travaillent ensemble. Donc là, on nous dit que ces relations-là sont fondées spécifiquement sur l'emploi occasionnel ou bien des liens de parenté. C'est ce que nous voyons souvent ici. Donc malgré tout ce qu'on a dit sur le secteur informel et les limites qu'on voit, il est sorti d'un rapport de l'OCDE. L'OCDE, c'est l'Organisation de la coopération pour le développement économique. Le rapport date de 2008 et ce rapport nous renseigne qu'au Sénégal, le secteur informel a participé à 51,5% sur la production de richesse. C'est-à-dire quand on prend le PIB du pays à cette époque-là, en 2008, n'est-ce pas, l'apport du secteur informel était de 51%, donc plus de la moitié du PIB du pays. C'est dire donc l'importance, n'est-ce pas, de ce secteur-là s'il est bien accompagné. C'est ce qui nous amène à ce qu'on veut prôner pour l'État, à ce que ce secteur-là soit accompagné. Et c'est ça même l'objet de la création du club des comptables. C'est ça même l'objet qui nous pousse en fait à essayer d'avoir un partenariat avec l'ONECA, mais également avec la DGID. Parce qu'on peut accompagner, on peut apporter notre touche pour aider l'État, n'est-ce pas, à bien accompagner ce secteur informel-là afin d'en tirer du bénéfice. Et sur ce, donc pour les politiques publiques, n'est-ce pas, donc il y a d'abord un travail de conscientisation. Donc l'État doit être conscient de l'apport que, n'est-ce pas, le secteur informel peut amener pour le pays, n'est-ce pas? En termes, ce qu'on appelle d'emploi, mais également en termes de prélèvement fiscal. Bon, parce qu'on parle de l'État, souvent, les principales ressources de l'État, on sait que c'est les prélèvements fiscaux, n'est-ce pas? Donc ici, le secteur informel peut, à travers l'accompagnement qu'il peut avoir du numérique, n'est-ce pas, aider l'État à avoir plus de prélèvements fiscaux. Notamment, l'État doit veiller à faciliter l'organisation du crédit, n'est-ce pas, pour ce secteur informel-là, qui va leur permettre de mobiliser plus de ressources financières et très facilement à un coût qui n'est pas très élevé. Donc ça, c'est des mesures que l'État pourrait faire pour accompagner ce secteur informel-là. Il y a également l'impact que ça peut avoir sur la fiscalité locale. Donc nous savons tous que le Sénégal actuellement, avec la décentralisation, on est à l'acte 3 de la décentralisation, et on a donné une autonomie à ce qu'on appelle les collectivités territoriales. Donc ça peut être une forte ressource de financement pour les collectivités, les communes, n'est-ce pas, ou bien les départements. Aussi, pour le secteur informel, on encourage l'État à financer à coût faible, n'est-ce pas, les acteurs du monde informel, pour que ceux-ci puissent participer davantage aux ressources fiscales, n'est-ce pas, notamment des collectivités. Parce qu'on sait que bon, l'apport de l'État par rapport à la caisse centrale de l'État par rapport aux collectivités territoriales, elle n'est pas aussi conséquente. Et le secteur informel pourrait constituer une alternative ou bien un complément par rapport à cet apport de fonds de l'État. Donc en fait, c'était ce que je vais noter par rapport au thème. Donc je vais rendre le micro à mon collègue, M. Gueye. Je vous remercie de votre attention. Il a accentué son discours sur le probable partenariat qu'on espère va naître donc au sortir de la journée entre le club des comptables, l'ONECA et la DGID. On espère déjà que ce futur partenariat sera gagnant-gagnant. Toutes les parties vont
vont gagner, comme la fameuse théorie qu'on a appris ici à l'université, la théorie des sommes positives où tout le monde gagne. Donc, contrairement à l'autre théorie des sommes nulles, où ce que l'un gagne, c'est ce que l'autre perd. Maintenant, je vais revenir brièvement sur deux notions pour après donner la parole à ceux qui suivent. Certainement, les questions vont nous permettre d'entrer dans le détail. Je vais revenir sur le terme secteur informel avant de proposer les propositions, avant de donner les propositions du comité, donc en ce qui concerne les politiques de transformation ou même plus précisément la réduction du secteur informel. Comment aider ceux qui sont dans le secteur informel à se formaliser. Certainement, c'est un processus parce que ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Qu'est-ce que c'est que le secteur informel? Mon ami Ndoye est venu sur ça, mais je vais peut-être un peu appesantir. Le secteur informel, c'est l'ensemble des activités économiques qui se réalisent en marge de la législation pénale, sociale et fiscale, ou qui échappent à la comptabilité nationale. Autrement dit, c'est l'ensemble des activités qui échappent à la politique économique et sociale, et donc à toute régularisation de l'État. Dans tous les cas, les deux définitions se recoupent, puisqu'elles soulignent l'idée de fraude, délaissant que ça échappe à la comptabilité nationale. Paradoxalement, le secteur, ou ce secteur censé se soustraire au contrôle de l'État, fonctionne allègrement au vu et au su de tous. C'est par complaisance ou par ambiguïté de l'État, ça je ne saurais répondre, mais des trois secteurs connus, primaire, secondaire comme tertiaire, dans quelle catégorie classer l'informel? C'est une question qu'on se pose. Dans quelle catégorie classer le secteur informel de ces trois secteurs? Et pourquoi cette question? Parce que ce secteur informel, on le trouve représenté dans tous ces trois secteurs. On y trouve des banques traditionnelles, ce que les dames appellent tontines et qu'elles gèrent très bien. On y trouve des ateliers de réparation, de médecine de proximité et tout s'y côtoie. Certains économistes éprouvent même une gêne à appliquer la notion de secteur, entre guillemets, à celui dit informel, car ce secteur joue un rôle d'adoption des migrants et un rôle d'accueil des agents économiques, exclus du secteur officiel. Dans une zone tampon entre le secteur traditionnel rural, le monde rural où le troc est roi, et le secteur moderne. La fin du troc a sassé les populations rurales vers le secteur informel, faute d'être captées par la fonction publique. Et là, comme on le sait, la fonction publique ne peut pas donner de l'emploi à tout le monde. Alors, le secteur dit informel a pris sa place et fonctionne depuis. Le secteur informel joue un rôle tampon, un rôle d'adoption des migrants et d'accueil des agences économiques exclues du secteur informel. C'est une zone tampon entre le secteur traditionnel, mais à la fin du troc, a sassé la population rurale vers les secteurs informels. Faute de capter par la fonction publique la divisibilité des produits et des demandes évolutives en raison de la faiblesse de leur pouvoir d'achat, est un facteur qui renforce le couple vendeur-acheteur. Cette relation, au-delà de la fonction économique, favorise une convivialité absente dans le secteur formel où les prix ne donnent pas lieu à des négociations. Bref, il y a un dédoublement du secteur formel en secteur informel où chaque activité dite en règle a une réplique. Chaque activité dite en règle dans le secteur formel a une réplique dans le secteur dit informel. Tout se passe comme si l'économie du pays affiche deux faces, l'informel et le formel. Sont donc intimement liés et ne serait-ce que par la monnaie dont ils font usage commun. Cependant, tout le monde gagne à organiser ce secteur dit informel, à l'encadrer et à le pousser petit à petit vers la formalisation. C'est ce que d'ailleurs, je ne sais pas si le représentant de la DGID est toujours dans la salle, ce que d'ailleurs la DGID a compris en lançant le programme YATAL, qui vise à élargir l'assiette fiscale.
pour permettre à l'État de faire face à ces charges sans lesquelles aucune activité ne pourra prospérer, avait déclaré Dr Abdoulaye Ning de la DGID, chef de bureau stratégie et modernisation. C'était en décembre 2021. Bon, il aurait pu nous dire où est-ce qu'ils en sont, parce que c'est un programme, je pense, si c'est bien déroulé, peut apporter des réponses donc, à la formalisation ou à l'aide à formaliser ce secteur informel qui permettra à l'État de gagner beaucoup plus parce que le budget n'est pas élastique. Nous allons proposer, nous, du comité scientifique, proposer des politiques de transformation, ou bien plus précisément, comme j'ai dit tout à l'heure, comment réduire ce secteur informel en poussant les gens à se formaliser petit à petit. L'accroissement de la taille du secteur informel au Sénégal pose problème à la capacité de l'État à disposer de recettes fiscales. Ces recettes fiscales sont nécessaires pour répondre aux énormes défis de développement, en dépit des stratégies de politique publique mises en œuvre jusqu'à aujourd'hui. La taille du secteur informel continue d'augmenter. Il est donc grand temps d'adopter de nouvelles stratégies qui s'attaquent aux causes plutôt qu'aux conséquences de ce phénomène. De façon générale, le secteur informel regroupe l'ensemble des activités économiques qui échappent à l'administration fiscale. Elles sont différentes des activités de contrebande qui exercent en dehors du cadre légal, comme le trafic de stupéfiants. Avec plus de 50% du PIB, selon des estimations, le principal enjeu du secteur informel au Sénégal réside dans le manque à gagner qu'il crée pour les recettes fiscales de l'État. Ce manque à gagner entrave la capacité de l'État à mettre en place des politiques publiques destinées à organiser la migration vers ce secteur formel. Ainsi, le secteur informel semble entretenir ses conditions d'existence. Face à ce cercle vicieux, la question qu'on se pose est de savoir s'il faut l'éradiquer. Et si oui, comment l'éradiquer? Quoique la question soit souvent éclipsée par la multitude d'urgences sociales et économiques de divers ordres, il n'en demeure pas moins qu'elle ressurgit chaque fois qu'il est question de recettes fiscales, de l'organisation économique du marché ou de la promotion des politiques de protection sociale. Dans les pays en développement, ainsi la plupart des pays africains, notamment le Sénégal, envisagent sérieusement des politiques appropriées pour réduire le poids du secteur informel dans l'économie. Principalement, nous, comité scientifique, nous proposons deux solutions. D'une part, octroyer une part importante des marchés à nos secteurs artisanaux, agricoles et manufacturiers. Ces parts de marché ne seront pas données comme cadeau. On va les exiger comme on exige les entreprises qui sont déjà formelles, au moins un quitus fiscal qui leur permettra d'avoir un INEA, risque de commerce et tout ce qui s'ensuit. D'autre part, partant du fait que les travailleurs du secteur informel font preuve d'esprit d'entrepreneuriat face aux défaillances du secteur formel, certains pays privilégient la mise en place de politiques d'accompagnement, comme l'a dit tout à l'heure mon collègue Ndoye. Ces politiques d'accompagnement, on peut en citer le microcrédit, on peut également en citer microassurance pour promouvoir la productivité du secteur et assurer les conditions de travail décentes aux travailleurs. Ces politiques sont notamment soutenues par la plupart des institutions internationales œuvrant dans le domaine du développement. En définitive, le secteur informel constitue un enjeu de développement majeur pour les pays en voie de développement, particulièrement le Sénégal. Face à l'accroissement de sa taille, il est grand temps qu'une nouvelle approche soit adoptée. Celle-ci doit se départir à la fois de répression des travailleurs du secteur et de l'assistance qui leur est accordée pour qu'ils se focalisent sur les stratégies de création d'emplois et de formation professionnelle. La mise en œuvre de telles stratégies conduira au rétrécissement du secteur sans qu'aucune politique ciblée ne soit nécessaire. Il y va de la capacité de l'État à disposer de ressources fiscales suffisantes pour répondre aux énormes défis de développement qui se posent. Merci à votre aimable attention. Nous pensons que les questions nous permettront de mieux entrer dans les détails. Merci beaucoup. M. Ndiaye, à vous la parole. C'est un honneur et un plaisir pour moi d'être ici devant vous pour participer à ce panel. Je m'appelle Alioune Badara Camara. Je suis expert comptable inscrit à l'ONECA du Sénégal et à l'Ordre de Paris. Donc c'est un grand honneur et un plaisir de participer à cet événement avec un thème tout aussi intéressant.
Depuis tout à l'heure, je suis dans la salle, mais je n'ai pas senti, sauf erreur de ma part, un rappel sur le cursus de formation de l'expert comptable. Ce qui est important, je pense que ça peut intéresser les plus jeunes de la salle ou un peu plus expérimentés qui ne s'y connaissent pas. Et après, directement faire la jonction avec le sujet. Parce qu'il est important, on parle d'experts comptables, on parle de comptables, on parle de secteur informel, on parle de banques, du fisc et d'autres partenaires qui tous sont obligés de travailler ensemble pour atteindre un certain nombre de résultats. Donc l'expert comptable, c'est d'abord un professionnel qui est censé accompagner des entrepreneurs et des entreprises à aller se développer. Donc c'est quelqu'un qui vient créer de la valeur ajoutée. Et j'aime bien cette notion de valeur ajoutée parce que ces dernières décennies, on nous a trop présentés comme des agents du fisc, des auxiliaires, qui sont là pour collecter des impôts, alors que l'expert comptable, avant d'assurer cette mission de service public, il est d'abord là pour accompagner l'entrepreneur. Parce que l'entrepreneur, il fait du business. S'il investit 1000, il s'attend à avoir 1500. 1000 plus X. Ce X, c'est son rendement. Donc, il est important, dans nos définitions, dans nos échanges, qu'on puisse toujours mettre en avant quel est l'intérêt de l'entrepreneur qui fait ce business. Très souvent, je pense qu'on rate le coche souvent parce qu'on est sur des définitions un peu, j'aimerais pas dire théoriques, assez livresques, qui nous éloignent du secteur informel. Parce que si vous avez aujourd'hui une entreprise dûment formalisée, qui a son INEA, son code d'identification fiscale, mais qui n'a pas encore fait sa déclaration d'existence, qui ne déclare pas du tout, il est encore dans l'informel. Encore. On peut aller encore plus loin. Donc c'est important, avant de rentrer dans le vif du sujet, de rappeler le cursus de formation du comptable d'abord, de l'expert comptable. Donc l'expert comptable, comme l'ont rappelé mes prédécesseurs, c'est un professionnel qui est formé sur une période de 8 ans après son baccalauréat. Donc après le bac, il y a 2 cursus essentiellement qui permettent d'accéder à cette profession. Donc il y a la voie qui a été mise en place au sein de l'UOMOA, c'est le parcours d'ECOGEF, d'ESCOGEF. Donc d'ECOGEF pour 3 ans, niveau licence, d'ESCOGEF pour 2 ans de plus, d'ESCOGEF 1 et d'ESCOGEF 2, qui vient en guise de révolution parce que c'est tout à fait récent. Il faut rappeler pendant longtemps, on n'avait pas de diplôme d'expertise comptable. Les gens étaient obligés d'aller à l'étranger pour se former, ou bien voilà, avec des conséquences, parce que quand la personne n'a pas étudié le droit local, pour son intégration, c'est un peu plus difficile. Donc, il y a le DESCOGEF. Quand la personne réussit son DESCOGEF, qui est un examen avec 10 unités d'enseignement, il va aller en cabinet d'expertise comptable pour faire un stage de 3 ans. Donc, c'est un stage, on l'appelle à tort, hein, stage d'expertise comptable, mais en réalité, c'est pas... D'ailleurs, des pays comme la France sont en train de faire évoluer ce terme parce c'est un faux ami, entre guillemets. On nous dit expert comptable stagiaire, mais c'est un professionnel qui accompagne des entreprises, des sociétés. Donc, on parle de stage parce que c'est un cursus dans lequel le futur expert comptable va être accompagné par un maître de stage qui est un expert comptable, commissaire aux comptes, inscrit à l'ordre. Il a un certain nombre de journées de formation réparties sur 3 ans, au nombre de 9 exactement. À la fin de ce cursus, il va faire un diplôme qui s'appelle le DECOFI. C'est le diplôme final, le fameux Graal, qui, il faut toujours le rappeler, est accessible à tous. Je dis souvent qu'on a trop peu d'experts comptables au Sénégal. On est actuellement au niveau du tableau à 223. Je rappelle aussi que je ne représente pas l'ordre. Hein. Je suis venu en tant que professionnel pour donner des avis tout à fait personnels. Donc, c'est important de se dire qu'on a encore besoin de plus d'experts comptables. Parce que quand la formation professionnelle s'améliore, s'enrichit, la qualité de l'information professionnelle qui est produite, elle s'améliore. Le travail du fisc s'améliore. Le travail des banques, des parties prenantes s'améliore. Et il y a une gestion du risque beaucoup plus maîtrisée au niveau macroéconomique. Donc, c'est un cursus, je vous invite vraiment à vous y intéresser davantage, accessible à tous, et de déconstruire ces fausses idées qui, pendant longtemps, planent sur certains esprits. Comme quoi,
c'est une profession réservée à une partie infime de la population, mais sachez que le marché a encore besoin d'experts comptables. D'experts comptables dans les cabinets d'expertise comptable, mais aussi dans les entreprises. Les entreprises et sociétés ont besoin d'experts comptables. Vous allez au Nigeria, vous allez trouver des sociétés avec 10 CPA. CPA pour dire expert comptable. Et c'est normal. Aujourd'hui, au Sénégal, on a très peu de sociétés avec des directions financières dirigées par des experts comptables. Donc, il est important, une fois qu'on est dans la profession comptable, d'aspirer à ce niveau-là, d'améliorer son niveau de formation. Donc, quand on en revient au sujet d'aujourd'hui, on se forme, on a un bac plus 8. L'attente, elle est grande parce que l'entrepreneur qui est devant nous, il a envie de développer son business. Son premier besoin, c'est non pas, entre guillemets, d'aller remplir les caisses de l'État, mais c'est d'aller développer son business. Son entreprise, il a investi, il a fait le sacrifice d'investir, il aurait pu être salarié, il aurait pu faire d'autres activités. Donc, pourquoi aujourd'hui, nous, dans nos discussions, dans nos échanges, je pense trop souvent qu'on met l'accent plus sur l'aspect contrôle, l'aspect répression. Vous allez dans un pays comme la France, où j'ai fait une partie de mes études, le Code général des impôts a fait ce qu'on a appelé l'humanisation du champ lexical, fiscal. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, dire à une personne qu'on vient te contrôler, on va te redresser, c'est un peu fort. Redressement fiscal. Et par subtilité, ils ont pu faire évoluer la notion pour arriver à une notion de rectification qui est un peu plus sage, un peu plus humain et qui passe un peu plus simplement. Entre autres sujets, donc je pense fondamentalement qu'il est important que lorsqu'on présente les sujets, surtout par rapport à un sujet aussi sensible que le secteur informel, qu'on mette en avant les avantages qu'il y a à se formaliser. Au-delà de la question fiscale, je vais payer des impôts, je dois faire des déclarations et tout ce qui va avec, ce qui est important parce que l'État en a besoin, l'économie en a besoin, il faut qu'on présente d'abord à l'entrepreneur qu'est-ce qu'il gagne à se formaliser. Aujourd'hui, l'entrepreneur qui n'est pas formalisé, il n'a pas, par exemple, accès au crédit bancaire. Et ce qu'on voit très souvent, pour faire le parallèle avec l'exercice entre guillemets illégal, qui n'est pas vraiment moi mon sujet, les entrepreneurs qui veulent avoir un crédit, très souvent, ils ont 3 bilans. Un bilan réel pour eux, un bilan pour la banque, et un autre bilan, je vous passe l'expression. Et ça, qu'est-ce qui le fait? Qu'est-ce qui le réalise? C'est des comptables. Hein? C'est des comptables. Hein? Peut-être même qu'ils sont dans la salle. Hein? Vous voyez un peu? Et il est important qu'on aille un peu plus loin et qu'on puisse tirer des responsabilités. Pourquoi? Parce que vous avez un entrepreneur, des entrepreneurs qui vont vous dire que peut-être que c'est un peu plus fort, mais il y en a des entrepreneurs qui sont conscients qu'ils doivent payer des impôts. Mais ils préfèrent attendre d'être redressés pour négocier, vous voyez un peu, donner des pots de vin pour avoir un redressement moins compliqué et te dire que, entre guillemets, pourquoi je n'ai pas payé les 5 dernières années, je savais que j'allais être redressé et j'avais laissé de côté un matelas qui va me permettre aujourd'hui de faire face à ce redressement. Ce qui est un point négatif qui existe au niveau du système et qu'on doit encore et encore aller corriger pour régler cette situation. Donc les responsabilités, elles sont partagées. Essayons dans nos communications de mettre l'accent sur l'avantage que les entrepreneurs et entreprises ont à se formaliser, à se développer. Et on verra, ils viendront. Ils viendront. On a trop souvent l'habitude de nous faire passer, nous, experts comptables, comme je le disais au début, comme des auxiliaires du fisc. C'est-à-dire c'est un monsieur qui est là pour faire son audit, contrôler la société, me dire, monsieur, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon. Voici ce qu'il faut faire, voici ce qu'il faut faire, voici ce qu'il faut faire. De manière assez livresque. Il faut changer ça, mais l'expert comptable, c'est quelqu'un qui doit être dans le comment, être dans l'accompagnement. Les comptables aussi, pour terminer sur ce point, je pense qu'ils ont un rôle important parce qu'ils sont à côté des chefs d'entreprise. Il est important aussi qu'ils veillent à simplifier leur discours. Vous
Vous savez, nos parents bol qui n'ont pas fait les études, voulu parler de TVA, de BRS, voulu parler de compte 475, des trucs assez compliqués. Lui, il est assez pragmatique. Il sait qu'il a mis 1000, à la fin de la journée, il va avoir 1000 plus X. Ce X, c'est son rendement. Donc, il faut qu'on développe assez de pédagogie, excusez-moi du terme, qu'on laisse un peu ces démarches assez livresques et assez éloignées de la réalité du terrain pour régler les problèmes dont les gens ont réellement besoin. Je vous remercie. Merci. Parler du point de vue approche générale. Mon cher expert encore a bien rappelé les prérogatives qui doivent être données aux comptables et aux experts comptables. Mais les comptables tout court sont des employés de l'entreprise. Ils peuvent ne pas être professionnels des chiffres, mais ils sont conscients de leurs prérogatives. Le comptable d'entreprise n'est pas appelé à effectuer des services de commissariat au compte. Nous en sommes très conscients. Les comptables de l'entreprise ne sont pas appelés à certifier. Mais il faut reconnaître que les comptables font le bilan. Les comptables procèdent au montage des états financiers. Et les comptables n'attendent pas à la date de clôture de l'exercice, à la date du 30 avril, pour faire appel aux experts qui sont chargés de certifier leur compte. Durant l'année d'exercice, le cabinet d'expertise à qui l'entreprise a signé une convention a l'habitude de venir en cours d'année faire des missions d'intérim. Ça, ce sont des précisions que je voudrais rappeler aux experts. Mais comme disent les Wolofs, ngeen dalal seen xel. Ñun les comptables xam nañ lañ leen war a def ak lan lañu warul a def. Donc sans plus tarder, je pense qu'on peut demander à ceux qui sont intéressés de donner leurs imprévus, leurs impressions sur le thème et surtout recueillir les membres du club qui sont dans le groupe WhatsApp. Il y a certains qui ont décroché leur premier emploi grâce au club, n'est-ce pas? Donc sans plus tarder, je pense qu'on peut ouvrir une liste et demander ceux qui veulent intervenir. Merci.